Hey, bon matin tout le monde. Bienvenue à la première journée du challenge Afro-Food, expertise afro et croissance 2026. Je me prénomme Jean-Philippe Vézina. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première journée qu'on va passer ensemble. Donc, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout. Donc, si vous voulez, dès le début, tout au long de la séance, je vous invite à interagir dans le chat. Donc, si vous voulez peut-être commencer par me dire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Nous, on est basé, en tout cas, moi, je suis basé à Montréal et Yanira, qui est avec moi, qui partage la scène pour aujourd'hui, est basée également à Montréal, au Canada. Puis, on a notre autre collaboratrice, notre collègue Vanina, qui va nous rejoindre dès demain, qui elle, est de Québec. Donc, voilà, bienvenue dans le jour 1 du challenge Afro-Food, contrôler, maîtriser et magnétiser ses stratégies pour 2026. Si vous êtes là, c'est que probablement que vous voulez plus laisser 2026 arriver juste comme ça. Vous voulez être capable d'anticiper, vous voulez construire, vous voulez faire rayonner votre marque avec du sérieux, avec de l'ambition. Donc, je vous vois tous, Saombona. Aujourd'hui, on va commencer par un sujet qui est important et qui peut vraiment changer radicalement le quotidien de votre entreprise dès qu'on prend le temps de l'affronter, de vraiment de s'y confronter, parce que souvent, dans ce que j'observe chez plusieurs entrepreneurs qui portent des marques dans l'agroalimentaire, c'est pas nécessairement le goût du produit qui peut bloquer sa croissance. Souvent, un des problèmes qui est plus silencieux parce que surtout pour les clients, c'est ce qui se passe plus, on pourrait dire, en arrière-plan. On parle de défis comme les ruptures de stock, les retards de fournisseurs, les coûts cachés. Souvent, on vit tout ça un peu dans l'improvisation. Ça crée beaucoup de stress logistique. Puis, si votre chaîne d'approvisionnement n'est pas stable, alors votre marque Afro-Food, elle ne pourra jamais se développer autant que vous avez envie de pouvoir le faire, comme vous l'imaginez vraiment. Donc, tout ça, c'est un peu pour dire que c'est un peu le temps de reprendre le contrôle là-dessus. Et quand j'ai accompagné moi-même des entrepreneurs dans le secteur de l'afro-food, quand même, j'en observe certaines autour de moi. Je vois souvent la même chose. C'est un entrepreneur qui va être talentueux, qui va être passionné, qui a un super beau produit, mais qui passe beaucoup de son temps à courir plutôt qu'à être en contrôle puis à agir, à éteindre des feux au lieu de planifier vraiment ce qui doit être fait pour amener ça au prochain niveau de croissance. Puis, c'est une situation qui vient jamais vraiment d'un manque peut-être de volonté profond là, des gens. Ça vient d'un système qu'on a créé autour de soi qui est plutôt fragile. Puis un système fragile, mais ça finit toujours d'une certaine façon par nous coûter cher. En argent, en énergie et en réputation quand on déçoit des clients. Puis parfois même, ça coupe le rêve qu'on avait pour sa propre entreprise. Donc, j'aimerais savoir, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est quoi votre plus grand défi aujourd'hui quand on va parler de chaîne d'approvisionnement? Est-ce que ça peut être A, prévoir les quantités, B, gérer les ruptures, les retards peut-être, C, la communication avec vos fournisseurs, peut-être D, les coûts de transport, le stress. Écrivez-moi un des mots qui vous pensez qui représente la situation dans laquelle vous êtes. Puis, je vais prendre le temps de les regarder, puis d'interagir avec vous dès que je vais laisser la place à ma collègue Yanira. Donc, maintenant, j'aimerais peut-être que vous preniez un moment pour imaginer, juste un instant, comment ça pourrait transformer votre année 2026 si votre chaîne d'approvisionnement tournait de façon fluide, que vous aviez les moyens, la structure pour que vos fournisseurs y répondent vraiment rapidement et respectent vos deadlines à vous pour que vous êtes capable de livrer la marchandise, que vous saviez exactement peut-être quoi commander, quand, puis en quelle quantité. Donc, prenez le temps d'imaginer la paix mentale dans laquelle vous pourriez vous retrouver, imaginez ce que vous pourriez créer, imaginez comment votre marque va pouvoir beaucoup plus respirer, puis surtout vous dans votre quotidien d'entrepreneur, parce qu'on le sait, entreprendre, c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, on va avancer sur ce sujet.
au fil des 3 jours, vous allez remarquer quelque chose, c'est que chacun des experts que je vais vous présenter, aujourd'hui on a Yanira, demain on va voir Nina, et moi-même, vendredi, pour clôturer ces 3 jours-là, on va vous donner vraiment des outils, des réflexions pour être capable de mieux contrôler, maîtriser puis magnétiser les fondations de votre marque Afrofood. Et vous allez peut-être même ressentir que ben, peut-être ce que vous manquez, c'est pas plus d'efforts bruts. Je suis sûr que vous ne manquez pas de créativité. C'est juste de trouver un nouveau cadre, une structure, même un accompagnement solide pour arrêter d'avancer tout seul dans tout ça. Donc, on va en reparler plus tard cette semaine, mais pour l'instant, soyez juste ouverts à l'idée qu'en 2026, vous allez pouvoir commencer dès aujourd'hui à la planifier, pas attendre à janvier. On commence maintenant. On est le 10 décembre. Puis, on commence ce challenge en force parce que la femme que vous allez entendre juste après, c'est une force tranquille. Elle a construit des chaînes d'approvisionnement en Afrique, en Europe, ici même en Amérique du Nord. Elle a accompagné des startups, des marques euh, dans leur croissance. Si quelqu'un peut vous aider à sortir d'un certain chaos opérationnel, ben, c'est bien Yanira Haddadé. Donc la voici. Elle va pouvoir commencer et lancer le bal, préparer votre carnet de notes, préparer vos questions que vous pouvez nous rédiger dans le chat. Préparez-vous à avoir votre Afrofood, la voir autrement. Donc Yanira, la scène, elle est à toi. Bienvenue. Bonjour, merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être le premier jour de notre challenge Afrofood. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la chaîne d'approvisionnement. Je vais vous raconter une histoire d'une entrepreneuse qui est venue me voir et qui m'a soumis un petit peu son problème. Je vais partager mon écran. Oui, c'est bon, parfait là. Merci. Donc, j'ai une solide expérience en gestion de chaîne d'approvisionnement. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'optimise les chaînes d'approvisionnement, essentiellement dans l'industrie agroalimentaire. Je l'ai fait en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. J'ai créé mon cabinet de conseil Exceleo il y a quelques années justement pour accompagner les entrepreneurs, les entreprises, les marques dans leur chemin d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est de m'assurer que vous terminez cette journée pour continuer le restant du challenge AfroFood. Vous partez avec les bons éléments, les bons outils pour pouvoir faire de votre chaîne d'approvisionnement votre moteur de croissance pour 2026 et pour les années à venir. Donc, je veux que vous ayez les moyens, les outils pour transformer 2026 en un moment charnière dans l'histoire de votre entreprise. Permettez-moi de vous présenter Edith. Edith, c'est une entrepreneure qui est originaire du Cameroun, en Afrique centrale, et qui produit des épices. Edith a de très, très bons fournisseurs. Elle sait où trouver son poivre de Penja, où trouver son cumin. Elle a tous les fournisseurs. Elle a d'excellents produits. Elle les a testés, elle a eu de très bons résultats. Elle sait que ses clients aiment ses produits et elle a un carnet de commandes très, très bien rempli. Cependant, Edith n'est pas satisfaite. Elle se rend compte que gérer son entreprise lui coûte cher. Un jour, elle achète son sac de poivre à 100 $ et puis la semaine d'après, il est à 200 $. C'est complètement imprévisible. Il lui arrive de manquer de produits et de rendre ses clients complètement insatisfaits. Euh, Elle ne sait pas forcément exactement quelle quantité produire, à quel moment ou vers quel transporteur se tourner. Elle est dans une période d'insatisfaction. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne sait pas vraiment comment faire. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'elle est venue me rencontrer. Donc, nous avons ensemble discuté, j'ai posé beaucoup de questions et je vous présente aujourd'hui son histoire. En fait, Edith, elle a ses fournisseurs, elle a ses clients, elle a ses transporteurs, elle a ses produits.
elle a tous les éléments d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, la première chose que j'ai faite avec Edith, c'est de l'aider à définir ce qu'est une chaîne d'approvisionnement. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous aussi. Donc, la chaîne d'approvisionnement, tout simplement, c'est l'intégralité du chemin que parcourt votre produit entre l'approvisionnement en matières premières. Donc, ça peut être depuis les champs, depuis les champs, puisque beaucoup de produits sont des produits agricoles dans l'industrie Afrofood. Donc depuis les matières premières jusqu'à la livraison au client final. Donc ça passe par tous les éléments, la transformation, la préparation des recettes, le stockage, la gestion des fournisseurs. Et en fait, la chaîne d'approvisionnement, quand elle est bien organisée et bien gérée, elle permet d'assurer la disponibilité des produits au bon moment, au bon endroit, au bon coût, d'assurer un bon service à son client. Elle permet d'avoir de la précision, savoir exactement ce qu'il nous faut, où et quand, en quelle quantité, en quelle qualité. Et enfin, le plus important, c'est vraiment l'outil qui va permettre à 2 startups ou 2 entreprises de se différencier d'un point de vue rentabilité, profitabilité et liquidité. Et c'est vraiment le point le plus important à garder à l'esprit. Une bonne chaîne d'approvisionnement bien organisée, c'est bien évidemment de la disponibilité, du service au client, de la précision, mais c'est surtout de la rentabilité, de la liquidité, donc autrement dit du cash flow, du fonds de roulement pour 2026 et les années à venir. La chaîne d'approvisionnement passe donc par différentes grandes phases et nous allons rentrer en détail avec Edith dessus. Première phase, c'est tout ce qui est planification. Où, quand, comment. La deuxième phase, ce sont les achats. Où est-ce que je vais chercher mon poivre, mon cumin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 fournisseurs de poivre, de cumin? Toutes ces questions liées aux achats et comment je me réapprovisionne. Dans le cas d'Edith, est-ce qu'il lui faut acheter tout son stock une fois par an et le garder quelque part? Ou est-ce que c'est mieux de l'acheter une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, en fonction des différents paramètres de coût, de capacité de stockage? Ou est-ce que son entrepôt est suffisamment grand? Est-ce qu'elle a les bonnes conditions de stockage? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre dans la présentation. La production, comment produire, en quelle séquence, quelle quantité? Et enfin, la distribution. Est-ce que je garde le stock chez moi, comme Edith a souhaité le faire? Est-ce qu'elle le met dans un entrepôt partagé avec d'autres entreprises? Qui assure le transport? Est-ce que c'est Edith qui va, avec son véhicule, livrer les différents clients? Ou est-ce qu'elle va confier le transport à une autre entreprise? Comment va-t-elle stocker? À quelle fréquence? À quel endroit? Ce sont tous ces éléments-là, ces 4 grandes étapes à travers lesquelles nous allons passer aujourd'hui. Donc planification, où, quand, comment acheter, comment produire et enfin comment distribuer. Quand j'ai présenté cela à Edith, Edith m'a dit: «Oui, mais moi je fais déjà de la planification. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on planifie? Quelles sont les choses à garder à l'esprit pour planifier?» Bien, c'est relativement simple. Planifier, c'est prendre en compte tous les éléments clés qui vont nous permettre d'avoir la bonne chaîne d'approvisionnement, avoir les bonnes informations aux bons endroits, avoir les éléments clés pour prendre les bonnes décisions. Autrement dit, dans le cas d'Edith, c'était savoir qui sont ses clients, où est-ce qu'ils sont, quel est leur besoin. Edith livre à des épiceries, mais elle livre aussi à des restaurants. Est-ce que les restaurants ont les mêmes besoins que les épiceries? À quel moment vont-ils acheter? Combien prévoit-elle de vendre? Edith a une entreprise qui est quand même bien établie sur le marché, donc elle a de l'historique pour savoir que il y a une saisonnalité dans ses produits. Autrement dit, quand on se rapproche de certaines fêtes, le comme les fêtes de fin d'année, heu, Pâques, ou d'autres fêtes religieuses ou les fêtes d'indépendance de différents pays, eh bien à ce moment-là, elle voit qu'elle vend plus que d'habitude. Donc elle a toutes les informations. Donc la première chose pour elle, la première chose et la chose la plus importante, c'est comprendre qui sont ses clients, où sont-ils? Sont-ils
à côté de chez elle? Sont-ils plus loin? Parce que c'est ça qui va déterminer après comment elle va les livrer. Quel moyen de transport elle va utiliser? Les stocks, planifier les stocks. Quand j'ai rencontré Edith, elle avait beaucoup de stocks dans son entrepôt. Elle avait du stock pour plusieurs années. Et je lui ai demandé: «Mais Edith, pourquoi gardes-tu autant de stocks?» Elle m'a répondu: «Écoute, j'ai les produits, j'ai le stock, je peux le vendre n'importe quand». Et je lui ai dit: «Edith, est-ce que tu sais que le stock, c'est de l'argent? Le stock, c'est la le stock, c'est de l'argent sur lequel tu es assis. Tu aurais pu, en t'organisant différemment, avoir moins de stock pour avoir plus de liquidité pour payer tes fournisseurs, par exemple, ou pour faire de la recherche, travailler sur ton assurance qualité ou ton positionnement produit, comme vous le verrez dans les 2 prochains jours, de notre challenge. Le stock, il faut savoir le dimensionner correctement. Faut-il garder tous les produits en stock? Faut-il garder que les produits finis ou les ingrédients? Ou est-ce que c'est un petit peu un mix des 3? En effet, c'est un mix des 3. Il faut choisir les bons produits à avoir en stock. Edith m'a montré ces données et j'ai pu la guider vers les produits à garder dans son entrepôt, les produits à pour lesquels il fallait diminuer les stocks et dimensionner la taille de son entrepôt pour pouvoir lui libérer de la liquidité et lui donner un peu plus d'aisance financière et lui permettre de respirer et de se concentrer sur là où elle apporte de la valeur. Autrement dit, Edith gardait en stock un produit qu'elle n'a vendu qu'une seule fois. Oui, c'est intéressant, mais est-il nécessaire de le garder en stock pendant des années quand on ne l'a vendu qu'une seule fois? C'est vraiment la question à se poser. En fait, à travers ces conversations, j'ai, hem, amené Edith à se poser des questions et nous avons ensemble défini la meilleure façon de gérer ses stocks ou tout simplement sa planification. Le troisième volet, le plus important, c'est comment, une fois que je sais où sont mes clients, qui ils sont, combien je vais vendre, que je sais ensuite combien je veux garder en stock, bien, je peux déterminer le plan de production. Savoir quelle quantité je vais produire, où, à quel moment, dans quelle cuisine ou avec quel appareil. Est-ce que je vais utiliser plutôt hem, mon mixeur? Dans le cadre d'Edith, il y a beaucoup de mixage qu'elle fait. Ou est-ce que je vais plutôt utiliser mon four pour déshydrater les ingrédients? Vraiment planifier en fonction des différents outils, en fonction des différents ustensiles qu'elle utilise dans sa préparation pour s'assurer qu'elle ne garde que la capacité nécessaire pour opérer son entreprise. Avec une bonne planification, Edith est en mesure d'assurer la disponibilité de ses produits, donc d'assurer un bon service à ses clients finaux, donc s'assurer que, beh, le client, quand il va à l'épicerie, il puisse trouver son poivre, de Penja et les autres épices que, Edith, heu, met sur le marché. Et enfin, un point capital, ça lui permet d'optimiser sa gestion financière et donc de réduire ses coûts. Une fois que nous avons terminé sur la planification, nous sommes allés regarder plus en détail au niveau des achats. Edith se demandait comment faire pour gérer ses achats de façon efficace. Achats, quand on pense à chaîne d'approvisionnement, on pense beaucoup aux achats. On pense beaucoup surtout dans notre industrie, l'afro-food, on pense beaucoup aux différents ingrédients. C'est capital. Ce qui est important aussi de regarder, c'est comment je fais pour m'assurer que mon fournisseur va continuer à me livrer de façon continue des produits de la même qualité. Je je disais tantôt que, au début de ma collaboration avec Edith, elle me parlait du fait que, bah, un jour le prix était à 100 pour un sac de poivre et 2 semaines après, c'était à 200. Ce sont des choses qui arrivent en effet et il y a des moyens disponibles pour pouvoir consolider le tout et stabiliser les variations de prix. Et ça, cela se fait en travaillant main dans la main avec les fournisseurs. Donc
à différents niveaux, en travaillant sur les prix, en définissant des accords de prix, en s'accordant avec les fournisseurs sur le prix qu'il va nous faire sur une période déterminée. Ça peut être sur une année, sur 6 mois, ou ça peut être sur une saison, dépendamment du produit. Ça peut être pour la récolte 2026 de poivre, ou pour celle de gingembre pour 2026-2027. Il y a un cadre à définir, et ce cadre se définit en fonction du produit. L'accord de prix, c'est bien. Le contrat, c'est encore mieux. Le contrat va lier le fournisseur et Edith pour une certaine durée. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, à définir, suivant le produit, suivant le type de fournisseur, à définir donc pour et ça sécurise la relation. Autrement dit, dans le contrat, je peux m'assurer, ou je demande au fournisseur, Edith demande au fournisseur de, lui livrer une certaine qualité de poivre, ou un certain grade de poivre, une certaine qualité de gingembre, et ainsi de suite. Elle définit clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de ce fournisseur-là, à quelle fréquence, et bien sûr, au coût ou au prix sur lequel ils se sont accordés. Une chose qui est vraiment importante, il est arrivé à Edith, de recevoir des ingrédients de qualité moins bonne que d'habitude. Il lui est arrivé de recevoir des graines de cumin qui n'étaient pas aussi sèches que d'habitude, et elle n'a pas pu les utiliser. Elle s'est retrouvée dans une situation où, n'ayant pas les bonnes graines de cumin, elle n'a pas pu livrer ses clients. Quand elle m'a raconté cette histoire, je lui ai dit: «Edith, la chose la plus simple à faire, c'est de t'assurer que tu parles de qualité avec tes, tes fournisseurs. Vanina Rome, demain, reviendra, plus en détail sur cet élément-là, mais dans la partie qualité, ce que moi je veux ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est penser à évaluer vos fournisseurs. Sont-ils en mesure de vous livrer de façon constante la même qualité de produits ou d'ingrédients? Si ce n'est pas le cas, que faut-il faire? N'hésitez pas à aller vers eux. N'attendez pas de vous retrouver un petit peu sans les bons ingrédients et de ne pas pouvoir produire. Il n'y a rien de plus embêtant dans une chaîne d'approvisionnement que de ne pas pouvoir produire et ne pas pouvoir mettre le produit à la disponibilité ou à disposition du client. Donc, pour résumer, en maîtrisant sa chaîne d'approvisionnement et surtout en se concentrant sur les achats, Edith renforce le lien avec ses fournisseurs. En renforçant les liens avec ses fournisseurs, elle construit une dynamique complètement différente. Elle s'entoure de fournisseurs qui vont pouvoir l'aider à transformer 2026 et les années futures, de fournisseurs qui vont l'accompagner dans la transformation et la croissance de son entreprise. Elle le fait à travers des contrats, à travers des accords de prix. Elle se rend sur le terrain, elle bâtit cette relation pour s'assurer d'avoir en tout temps des ingrédients de bonne qualité. Des ingrédients, ça peut être aussi bien des emballages, ça peut être ces bocaux, les bocaux, le carton, des emballages de qualité pour assurer un bon service à ses clients tout en optimisant ses Edith vient de passer à travers les achats, avant ça la planification, et maintenant elle se demande comment organiser sa production. Edith m'a parlé d'un souci qu'elle a eu. Elle a eu des réclamations de ses clients parce que le mélange d'épices qu'elle leur a fourni était beaucoup plus épicé que prévu. Elle a fait une étude pour comprendre ce qui s'était passé, et en fait, elle a fabriqué ce mélange d'épices après avoir fait du piment, et le lavage du mixeur ne s'était pas fait de façon optimale. Donc, avec cet exemple-là, j'ai pu discuter avec elle, comprendre, approfondir et mieux, l'équiper pour organiser sa production. Maîtriser la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi maîtriser sa production et surtout les différentes séquences et les différentes contraintes de production. Je vais commencer par les contraintes de production. Edith a eu un événement, on va dire, malheureux,
ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent, mais elle était vraiment très, très déçue de ne pas avoir pu, maintenir le niveau habituel, de qualité de ses produits. Et là, c'était lié au fait que dans la transition entre 2 produits, le lavage du mixeur ne s'était pas fait. Il y avait eu du piment auparavant, mais il restait encore des traces de piment qui ont, entre guillemets, «contaminé», la production suivante qui était un mélange d'épices, sans piment. Ce que, nous avons fait, c'est passer en revue ces différents produits et comprendre quelles sont les contraintes liées à la production. Donc, par exemple, quand je produis du piment, je dois faire un certain type de lavage du mixeur avant de passer à autre chose. Je dois le laver d'une certaine façon avec 3 bains d'eau, heu en utilisant certains produits particuliers pour le lavage et je dois les faire. Eh bien, ça s'appelle c'est en fait une contrainte. Quand je termine le piment, je dois laver ceci, cela. Pareil, quand, je produis, des éléments plus colorés je ne peux pas produire des éléments colorés pour aller vers des éléments clairs. Autrement dit, il faut que je produise d'abord mon mes épices claires avant de produire mes épices, foncées. Ce sont des éléments qui sont importants de connaître pour pouvoir maîtriser sa gestion ou mieux gérer sa production et je comprends ce qu'Edith a voulu faire. Edith voulait tout simplement, rapidement livrer un client. C'était une demande imprévue. Elle voulait, satisfaire son client. Mais le résultat est qu'elle ne l'a pas vraiment satisfait, puisqu'il s'est plaint de la qualité du produit. Donc, ce que nous avons, travaillé ensemble, c'est comment planifier les bonnes séquences de production. C'est simple, le nerf de la guerre au niveau de la production, c'est avoir de l'efficacité. S'assurer que le mixeur est occupé, heu, au autant de fois autant de fois que possible, qu'il n'est pas, heu, en pause, qu'il est vraiment optimisé, que son c'est un inst ça a été un investissement important pour Edith, donc elle voulait s'assurer que son utilisation est optimale et c'est vraiment cela qu'on recherche, avoir de l'efficacité au niveau de la production pour assurer encore une fois un bon service et pour avoir, hem, le meilleur coût. Donc ça revient aussi à dire que, quand j'ai un outil de production, je dois planifier aussi des maintenances. Je dois planifier bien sûr des lavages, mais comment j'organise ces séquences-là? Ce sont les questions que nous nous sommes posées en fonction des différentes contraintes, des différents produits, des différents outils. La façon dont on utilise le mixeur n'est pas du tout la même de celle dont on utilise le batteur ou, le four pour assécher, les différents ingrédients, les différentes composantes. Donc l'idée vraiment, c'était comment sécuriser le l'outil de production pour s'assurer que derrière, nous apportons avec, ces séquences de production un bon produit, à nos clients. On pense beaucoup quand on parle de chaîne, d'approvisionnement, on pense aux fournisseurs, on pense beaucoup à la distribution. C'est vrai, la distribution, c'est capital. La distribution, c'est un endroit aussi où il est important de bien se préparer pour que 2026 soit une année charnière, l'année de l'envol, l'année de l'essor de votre entreprise. C'est ce que nous avons fait avec Edith. Quand on parle de distribution, on pense bien évidemment au stockage, au transport, à la livraison, à la qualité, au service et au coût. C'est vrai. Il y a des questions importantes à se poser au niveau du stockage. Où est-ce que je vais stocker mes produits? On en a parlé un petit peu tantôt. Où est-ce que je vais les stocker? Est-ce que je stocke tout? Comment je m'y prends pour le stockage? Je les stocke dans mon entrepôt? Est-ce que je partage un entrepôt avec d'autres entreprises de l'industrie agroalimentaire ou d'autres industries? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Quand on parle de stockage, il faut l'adapter aussi aux produits. Est-ce que je vais stocker mon gingembre de la même façon que mon poivre? Pas vraiment. Ils n'ont pas les mêmes degrés d'humidité, donc je ne peux pas les stocker de la même façon. Mes emballages en carton, heu, Edith, quand elle a terminé ses produits, elle les met dans des bocaux et elle les met dans du carton. Le carton, je ne peux pas le stocker n'importe où, sinon il va prendre de l'humidité aussi. Donc c'est vraiment se poser la question de: «Comment je fais pour stocker mes produits en fonction des contraintes ou des spécificités de chaque produit?» Le verre
Les bocaux en verre, je ne vais pas les stocker exactement au même endroit que mon poivre, par exemple. Et puis, Edith se posait la question, est-ce que si je vais stocker ailleurs, est-ce que je peux le faire sans risque? Bien sûr qu'on peut le faire sans risque, mais il faut le faire en tenant compte de ce qui est stocké aussi dans l'entrepôt. Je vous donne un exemple. La nourriture pour chien, par exemple, peut avoir des odeurs. Je ne vais pas stocker mon poivre à côté de la nourriture pour chien, dans un entrepôt qui stocke de la nourriture pour chien, parce que je vais avoir un transfert d'odeur. De la même façon, si Edith décide de produire du chocolat, elle ne va pas stocker ce chocolat dans un entrepôt qui a des produits odorants comme du détergent. Donc c'est très important si vous décidez de stocker à l'externe, c'est ce qui est parfois une très bonne solution en termes de coûts ou de services offerts dans dans les entrepôts externes. Services, je veux dire, connexion avec les transports. Est-ce que, ils offrent, l'entrepôt propose de faire de la préparation de commandes, tous ces éléments-là. Donc si vous décidez de partir de ce côté-là, posez-vous les bonnes questions. C'est qu'est-ce qui est stocké dans l'entrepôt? Est-ce que c'est compatible avec mes produits ou pas? Quelles sont les conditions de stockage? Est-ce que j'ai besoin d'un entrepôt réfrigéré ou non? Est-ce que c'est le cas là-bas? Est-ce que c'est un entrepôt à température dirigée? Ce sont les éléments à garder à l'esprit pour le stockage. Bien évidemment, quels sont les produits que je vais stocker? On en a parlé tantôt, ça c'est la partie planification. D'un point de vue transport, c'est vraiment important. Le transport, c'est, la dernière étape avant de remettre le produit au client. C'est vraiment la livraison que l'on fait, c'est, comme dans un restaurant, c'est le serveur qui nous apporte notre assiette. Donc si le serveur, en arrivant, trébuche, l'assiette n'arrive plus aussi belle qu'elle a été préparée en cuisine. C'est le même principe. Il faut pouvoir sélectionner le bon prestataire de transport pour garantir le bon transport des produits. E Edith m'a parlé du cas où elle remet un un carton d'épices pour les fêtes de fin d'année. Elle avait fait une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Elle remet, le carton au transporteur et le client lui dit que il lui envoie des photos, le carton est arrivé complètement cassé, les bocaux sont juste brisés, inutilisables. Tout ça, ça a été fait en vain. Il faut recommencer à zéro. C'est important de choisir les bons transporteurs et de s'assurer que les garanties sont là pour que le produit que vous mettez sur le marché, que vous envoyez chez vos clients arrive, correctement et que la livraison se fait comme il faut. Un autre élément important de la distribution, c'est tout ce qui est commande. Comment je gère mes commandes? Où sont-elles? Est-ce qu'elles arrivent sur un portail internet? Est-ce que ce sont des commandes que je prends au téléphone? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je les traite? Edith m'a parlé du cas où elle a oublié une commande. Elle a reçu une pile de commandes papier et il y en a une feuille est tombée. Et elle s'en est rendue compte quand le client l'a appelée en disant: «Écoutez, moi j'avais commandé pour livraison le 17 novembre, nous sommes le 20 novembre, je n'ai toujours pas reçu mon produit». Il est important pour éviter ce genre de problème, de mettre en place les bons outils, les bons processus pour pouvoir garder la bonne visibilité sur les commandes, garder la bonne visibilité sur les commandes pour et les contraintes ou les spécificités de chaque commande pour pouvoir livrer chaque client comme il le demande, au bon moment, au bon endroit. C'est aussi cette bonne visibilité sur les commandes qui vous aide à mieux comprendre la demande. Une commande, c'est encore mieux qu'une prévision de vente, n'est-ce pas? Une commande, c'est exactement ce que veut votre client. Ce sont des données clés à garder, à utiliser pour pouvoir réussir 2026 et les autres années. La distribution, c'est important pour assurer la qualité du produit, aussi bien dans le transport, mais aussi dans le stockage, assurer un bon service au client, livrer le client au bon moment, au bon endroit, mais aussi optimiser ses coûts en choisissant le bon transporteur, la bonne solution de stockage et en s'assurant d'avoir la bonne gestion du service à la clientèle. Edith, dans son expansion, pense beaucoup à importer, exporter. Elle pense à importer d'autres épices, d'autres marchés, de d'autres pays d'Afrique ou de la Caraïbe ou d'Amérique du Nord et exporter un peu partout dans le monde.
Donc, elle se demandait comment faire pour exporter. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles penser? Comment s'assurer que tout est en ordre pour que l'importation et les exportations se passent correctement? En discutant avec Edith, je lui ai dit la première chose, c'est assurer que tes produits sont corrects, qui correspondent aux normes des différents pays où tu veux exporter pour l'exportation. Ce sont des éléments sur lesquels Vanina Rome reviendra demain et j'espère que vous serez au rendez-vous demain. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant et c'est capital de maîtriser tous ces éléments-là. Donc, une fois que ça c'est maîtrisé, l'important c'est de mettre en place la bonne documentation. Et là, chaque champ a son importance. La documentation à l'export, c'est capital. C'est ce qui permet à l'export comme à l'import, c'est ce qui permet de faire le dédouanement à l'import comme à l'export de façon optimisée. Edith elle m'a parlé d'un cas où elle a ses produits qui ont attendu pendant presque un mois au port parce que la documentation à l'import n'était pas faite correctement. Avec les risques que, 1 mois au port, c'est pas forcément les bonnes conditions de stockage, ça peut prendre l'humidité, puis surtout, c'est un mois pendant lequel elle n'a pas eu, ces ingrédients pour pouvoir produire. Donc un mois d'arrêt de production, ça lui a coûté très cher. Donc l'important, c'est de bien remplir la documentation pour l'import. Bien décrire les produits, les codes HS, donc ces codes qui sont liés au type d'importation, au type de produit pour les importations et les exportations. Comprendre aussi les incoterms. Les incoterms, c'est un standard qui a été défini, permet de savoir, dans un transport à l'international, qui est responsable de quoi. Qui est responsable du transport, qui est responsable de l'assurance entre l'expéditeur, le transporteur et le receveur. Donc c'est très important. Est-ce que quand elle importe, est-ce qu'elle prend la responsabilité de tout? Est-ce qu'elle prend la responsabilité juste du transport? À quel moment se fait le transfert de propriété de la marchandise? Est-ce qu'elle appartient au à son fournisseur jusqu'à l'arrivée du navire? Est-ce qu'elle appartient à son fournisseur jusqu'à la livraison dans le l'entrepôt d'Edith? Ce sont les différentes questions auxquelles on répond à travers ces incoterms-là. Et ces incoterms doivent faire partie intégrante des contrats dont nous parlions au tout début, contrats que l'on met en place avec les fournisseurs. La même façon, à l'export, quand elle exporte, quand Edith veut exporter ses épices aux États-Unis, bien évidemment, elle s'est assurée que ces épices respectent, sont conformes aux normes américaines, mais surtout, elle doit maintenant s'assurer qu'elle utilise le bon incoterm. Est-ce qu'elle livre en étant responsable de tout ce qui peut se passer pendant le transport de la marchandise? Jusqu'à la livraison chez le client ou est-ce que le transfert de responsabilité se fait à un autre moment? C'est à ça qu'on leur répond à travers les incoterms. La monnaie. La monnaie, c'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que souvent, on achète en devises étrangères. OK? Il y a beaucoup d'achats qui se font en dollars, en euros, en francs CFA ou en autre monnaie. Suivant le pays où on se trouve, c'est souvent une monnaie étrangère. Dans le cas d'Edith, elle faisait beaucoup de transactions en euros ou en dollars américains. Le point de la monnaie, c'est que il faut pouvoir acheter des devises, acheter, des euros, acheter des dollars ou acheter, heu, quand elle achète son poivre, au Cameroun, son poivre de Penja, acheter des francs CFA. Donc en fonction de la monnaie dans laquelle elle travaille, elle doit comme se constituer une, heu, une réserve ou prévoir au moins ses besoins en termes de monnaie. Est-ce qu'elle aura besoin de dollars? Oui, de combien? Les rendre disponibles. C'est un élément important parce que, il faut pouvoir gérer tout cela en p en plus du besoin de fonds de roulement de l'entreprise. Autrement dit, Edith a été à se questionner, faut-il qu'elle achète dans sa monnaie à elle ou dans la monnaie de, de de ses fournisseurs? Faut-il qu'elle vende dans sa monnaie ou qu'elle vende dans la monnaie
de ses clients. Sachant que, et bien évidemment, le taux de change joue. Heu, le Oui, il y a une parité entre l'euro et le franc CFA, mais cela fluctue par rapport au dollar. Donc ce sont des, heu, des éléments à garder en compte, tout en sachant qu'elle fait venir ses bocaux d'Asie où là aussi la monnaie fluctue. Donc la monnaie, de la même façon que les Incoterms, les 2 sont des éléments à intégrer, dans les contrats que l'on fait avec les fournisseurs ou dans les contrats aussi que, très bientôt Edith va pouvoir signer avec, les grandes enseignes de la distribution. Avec les différents éléments, Edith a pu réorganiser sa chaîne d'approvisionnement et en faire un réel moteur de croissance. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, nous avons parlé d'Edith, mais nous allons nous concentrer maintenant un peu plus sur vos, entreprises individuellement. Beh, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que, il faut planifier, comprendre ce que l'on va vendre où, quand, comment. Il faut savoir comment acheter, il faut comprendre comment produire et comment distribuer. Il faut surtout que ces différents éléments-là, ces 4 éléments soient bien interconnectés. Parce que je sais qui sont mes clients, où est-ce que je vends, ce qu'ils veulent, quand. Je sais quand est-ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut produire, dans quelle séquence il faut produire et comment il faut, distribuer, les produits. Comment les exporter, comment gérer, la vente et les commandes de ces, les commandes des clients. En fait, ça me permet de m'assurer que mes produits sont disponibles en tout temps. Ça me permet d'assurer que, j'ai des informations précises. Ce qui était très intéressant dans le cas d'Edith, et je suis sûre que c'est la même chose pour chacun d'entre vous, c'est que toutes ces informations-là sont disponibles. Et c'est en les agençant de la bonne façon, de la bonne manière que, Edith a pu, transformer sa chaîne d'approvisionnement, sortir, du, mode pompier, éteindre les feux, de tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer pour regarder 2026 et les années à venir de façon sereine avec, de la projection, en étant sûre qu'elle sera rentable et qu'elle aura suffisamment de fonds de roulement pour pouvoir opérer et pour pouvoir se concentrer sur les autres éléments majeurs, comme comment avoir un produit conforme, comment bien positionner son produit, comment développer d'autres pro J'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous. Hem, J'espère que, vous saurez, utiliser ces différents éléments pour transformer 2026 ainsi que les années à venir. Heu, je suis, ravie de répondre à vos questions, j'espère surtout que vous serez là demain, jeudi, vendredi pour, la suite, de notre challenge. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, Jean-Philippe, posait une question. Il demandait, quels étaient les éléments qui, vous impactent le plus aujourd'hui en gestion de chaîne d'approvisionnement? Merci. Alors, comment prévoir, la demande? Le point de départ, c'est vraiment comprendre qui sont les clients. Une fois qu'on sait qui sont les clients, c'est plus facile de continuer sur cette lignée-là. Je m'explique. Une fois que je sais qui sont mes clients, comment ils consomment, je peux déterminer combien ils vont consommer, heu, le mois prochain ou l'année prochaine. Je m'explique. Dans l'exemple d'Edith, Edith vend des épices. Elle vend des épices à des restaurants. Des restaurants et des épiceries. Pour les restaurants, elle vend les épices dans des grands sacs. Donc elle veut savoir combien de grands sacs de poivre elle doit prévoir produire pour l'année 2026, par exemple. Donc là, elle a travaillé déjà avec les restaurants. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a demandé au restaurant combien de sacs de poivre ils ont besoin. C'est la façon la plus simple, poser directement la question aux consommateurs quand on les connaît. L'autre façon, c'est de comprendre comment ils utilisent vos produits. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt festif? Donc là, il faudrait comprendre à quelles occasions ils les utilisent. Quelles fêtes? Est-ce que ce sont les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est pour les anniversaires? Est-ce que c'est pour vraiment comprendre, creuser cette partie-là? Si c'est un bien qui est consommé tous les jours, est-ce que c'est vraiment à tous les autrement dit, le poivre, on peut l'utiliser, quasiment partout. Est-ce que c'est
pour hem, pour la cuisine de tous les jours ou est-ce que c'est pour des plats spécifiques? Donc en se posant les bonnes questions aux clients, on peut avoir de la visibilité sur les commandes. Une autre face ou la demande. Une autre façon d'avoir de la visibilité sur la demande, c'est, si vous avez déjà un carnet de commandes, c'est d'analyser le carnet de commandes, comprendre qui commande quoi et quand. Je disais tantôt, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. C'est exactement ça. C'est regarder différemment les données pour en faire un leur donner un sens et pouvoir, à partir de là, hem, comprendre l'historique des commandes ou l'historique des ventes et faire des projections ou faire des prévisions sur comment on va vendre dans le futur. Suivant le stade où vous êtes dans votre chemin d'entrepreneuriat, ça peut être aussi si, vous n'avez pas de clients, aller regarder, chercher de la donnée sur la consommation de poivre, au Canada par exemple ou aux États-Unis quand elle veut exporter quand Edith veut exporter pour mieux comprendre, et avoir une idée, de, comment prévoir la demande. Donc ce sont vraiment les grands axes. Donc en premier, er poser la question, si c'est possible, c'est la façon la plus directe, entendre le client, le consommateur suivant, le type de produit. La deuxième, c'est partir du carnet de commandes. La troisième, c'est, la deuxième partir du carnet de commandes pour faire des projections et la troisième, c'est, aller chercher de la donnée, des analyses qui existent sur le marché, aller les chercher pour commencer sa projection. Alors le deuxième point, c'était sur les coûts de transport, si je ne me trompe pas, Jean-Philippe. Donc les coûts de transport, comment optimiser les coûts de transport? Mais la première des choses, c'est vraiment prendre conscience des coûts. Prendre conscience de où se trouve l'argent de ma chaîne d'approvisionnement. Est-ce que c'est vraiment les transports? Est-ce que c'est ce sont les stocks? Est-ce que mes sous sont plutôt chez les fournisseurs parce que je les paye très à l'avance? Est-ce que mes sous sont plutôt chez les clients parce qu'ils me payent j'ai un délai de paiement qui est très, très long? C'est vraiment se poser, la bonne question. Le transport, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, mais ce n'est pas forcément la cause racine du besoin en fonds de roulement. Donc, je viens de donner ces quelques éléments-là. Comment on paye les fournisseurs, quelle est la valeur de mon stock, parce que c'est très souvent, l'endroit où, enfin, c'est à 99% des cas, l'endroit, qui, mobilise besoin le plus de liquidité? Est-ce que ce sont réellement les transports? Et enfin, est-ce que j'ai les bonnes conditions de paiement avec mes clients à moi? Donc, comment optimiser les coûts de transport? Beh, il y a différentes façons. Est-ce que, j'utilise bien mes transports? Est-ce que quand je dis utiliser bien, je veux dire, est-ce que je les utilise de façon efficace? Est-ce que, je je remplis mes camions? Est-ce que je devrais envoyer juste quelques cartons dans un camion complet? Est-ce qu'il me faut faire du groupage? Donc mettre mes cartons avec d'autres cartons ou d'autres entreprises qui vont dans la même direction, donc qui partent moi je suis à Montréal, donc qui partent de la région de Montréal, qui vont vers les États-Unis, par exemple. Est-ce que ce sont vraiment les questions à se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser, un service de messagerie? Donc la messagerie, c'est tout ce qui est, hem, transporteur qui prend ton colis aujourd'hui, qui le livre un petit peu partout dans le monde en très peu de temps, en 24-48 heures. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce que je peux planifier, organiser différemment pour avoir des délais de transport plus longs, sans pour autant compromettre ma qualité de service, mais en ayant un meilleur coût de transport? Ce sont les différentes questions qu'il faut se poser. Une autre chose à garder à l'esprit, j'ai un transporteur et c'était le cas d'Edith, elle avait le même transporteur depuis 5 ans et elle n'avait jamais remis en question les coûts de transport que lui facturaient ces transporteurs-là. Posez-vous ces questions-là. Est-ce que en 5 ans, il n'y a pas eu d'autres opportunités de transport? Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment d'aller chercher d'autres transporteurs? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir optimiser les coûts de transport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu d'autres questions pour le moment.
Mais ben, merci beaucoup, Yanira, pour ta présentation. C'était wow, c'est excellent, avec plein de contenu de qualité. J'espère que tous ceux et celles qui nous écoutent pensent la même chose. Je pense qu'on peut tous le sentir, ce que tu viens de partager. C'était pas juste de l'info, c'est un vrai, peut-être un réveil pour certains, pour leur marque, pour leur entreprise dans le domaine de l'afro-food. Puis ce que je dirais, c'est peut-être parce qu'au fond, ben, chacun de nous, on a peut-être, en tant qu'entrepreneur, on a probablement vécu un peu les histoires que tu as partagées à propos de Edith, entre autres, que ce soit par rapport à un fournisseur qui répond pas, une cargaison qui prend du retard, ou alors des stocks qui sont trop grands ou qui tombent à zéro. Et surtout, ben, éviter de gérer tout ça dans la panique. Donc, je pense que tu nous as vraiment montré aujourd'hui quelque chose de simple, mais de puissant, c'est que la croissance, ça vient pas du hasard, ça vient vraiment du contrôle que tu mets dans tes systèmes autour de ton entreprise. Puis, j'ai mis dans le chat, j'avais 3 questions que j'avais pour vous, que j'aimerais que vous vous posiez honnêtement. 3 petites questions pour préparer votre année 2026. Donc, la première, c'était si je continue à fonctionner avec le même système que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ma marque Afrofood peut vraiment tenir le coup en 2026? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, quelle est la partie peut-être de votre chaîne d'approvisionnement qui vous stresse le plus? Et peut-être que vous évitez de regarder et qu'est-ce que vous aimeriez changer pour l'année prochaine? Donc ça, c'est ma deuxième question. Troisième, c'est et si je pouvais, si tu penses, là, si je pouvais vraiment juste stabiliser un élément dans, dans ce que je fais en lien avec ma chaîne d'approvisionnement pour m'y activer dans les 30 prochains jours, qu'est-ce que j'aimerais changer et qui pourrait vraiment avoir un gros impact pour moi? Donc, ces 3 questions-là, ben, gardez-les avec vous parce qu'elles vont vous servir pour demain, entre autres. Parce que demain, on passe à une autre fondation critique pour votre succès en 2026, c'est la conformité et l'étiquetage. Et ben, je vous le dis, surtout pour ceux qui sont ici au Canada, même si votre produit, il est bon, même si votre packaging, il est beau, si votre étiquette n'est pas conforme en 2026, ben, vous allez avoir de la difficulté à entrer sur le marché. C'est pour ça que Vanina, demain, elle va vous montrer comment éviter les erreurs qui coûtent du temps puis de l'argent et parfois même des opportunités de mise en marché. Donc, le jour 1 et le jour 2, ils vont ensemble, ce qu'on a vu aujourd'hui avec Yanira, ce qu'on va voir demain avec Vanina. L'un prépare le terrain, je pourrais dire, puis l'autre sécurise le chemin. Alors, ben, je vous invite vraiment à faire deux choses. De un, de noter dans votre agenda que demain à 11 heures, heure de Montréal, ou sinon 17 heures, heure de Paris, vous présenter pour le live. Venez en avance comme aujourd'hui. Euh, c'est pas, je vous invite à ne pas manquer ça parce que ben, 2026 ne va pas attendre que tout soit prêt. C'est maintenant que vous devez le préparer. Puis aussi inviter quelqu'un, peut-être de votre réseau, dans le secteur de l'afro-food, à nous rejoindre. Un ami, un collègue, un producteur, un entrepreneur qui pourrait vraiment en bénéficier. On veut bâtir un vrai mouvement afro-food, moi, Vanina et Yanira, pour qu'on se sente solide comme entrepreneur, fier, organisé. Puis je pense que plus on est nombreux à maîtriser ce genre de fondation-là, plus nos marques afro-food, afro-descendantes, elles vont être capables de rayonner. Donc, on fait ça ensemble, pas chacun dans son coin. Donc, merci encore, Yanira, pour cette masterclass incroyable. Puis merci à tous les participants pour vos commentaires, pour votre présence, pour votre ouverture, votre engagement. Puis ben, je vous invite à ce qu'on se retrouve demain pour le jour 2. Puis la session avec Vanina ben, elle va vous aider à sauver beaucoup de stress en 2026. Donc, à demain, santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs. Bonheur, c'était Yannick et Jean-Philippe pour ce jour 1 du challenge AfroFood. À très bientôt. À bientôt.